Bienvenue sur votre chaîne Les Rares Livres. Aujourd'hui, on va explorer un sujet qui a fasciné les plus grands penseurs de l'histoire du commerce, la vente. Mais on ne va pas parler de techniques complexes ou de scripts robotiques. On va plonger dans le cœur de l'acte de vente, là où tout se joue vraiment. On va explorer une vérité simple mais souvent ignorée, une vérité qui peut transformer à jamais votre rapport à la vente. On ne vend pas un produit, on vend une émotion. Pensez-y un instant. Pourquoi un client choisit-il votre produit plutôt que celui du voisin alors qu'ils sont objectivement similaires? Pourquoi certains vendeurs semblent-ils réussir sans effort, avec une aisance naturelle, alors que d'autres, armés de tous les diplômes et de toutes les formations possibles, échouent? La réponse ne se trouve pas dans la logique, mais dans le cœur et l'esprit. L'efficacité d'un bon vendeur ne dépend pas tant de ce qu'il dit que de ce qu'il fait ressentir à son interlocuteur. Il ne vend pas des biens, il vend des solutions, des espoirs, de la confiance et, au final, un sentiment. Le livre que nous allons explorer est un classique qui a posé les bases de cette psychologie, The Psychology of Selling, ou La psychologie de la vente, en français, de l'auteur William Atkinson. À une époque où le commerce était perçu comme un simple échange de biens, Atkinson a eu la vision de voir l'acte de vente pour ce qu'il est réellement, un échange humain, un dialogue entre deux psychologies. Il a compris que la plus grande force d'un vendeur ne se trouve pas dans son argumentaire, mais dans son aptitude à comprendre et à se connecter aux émotions profondes de son client. Ce que vous allez apprendre ici va bien au-delà des astuces de vente. C'est une exploration de la nature humaine elle-même, de ce qui nous motive, de ce qui nous inspire et de ce qui nous fait prendre des décisions. C'est une invitation à transformer votre psychologie pour devenir un vendeur non pas manipulateur, mais inspirant. Une personne qui ne force pas une vente, mais qui guide un client vers une solution qu'il désire profondément. Si ce voyage au cœur de l'esprit humain et des secrets du commerce vous passionne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Les Rares Livres. C'est l'endroit où nous continuons ensemble de déterrer la sagesse des grands maîtres pour la faire revivre. Prêt à transformer à jamais votre manière de vendre? Alors, allons-y. Chapitre 1. L'état d'esprit du vendeur. Nous avons posé le fondement de notre exploration. La vente n'est pas un échange de biens, mais un échange d'émotions et de confiance. Et avant même de penser à l'émotion du client, il y a une psychologie plus cruciale à maîtriser, une psychologie sur laquelle tout le reste se bâtit, la vôtre. William Atkinson nous le dit sans détour. Le plus grand atout d'un vendeur n'est ni son talent pour la parole, ni son produit, mais l'état d'esprit qu'il apporte à chaque interaction. Votre monde intérieur, vos croyances, vos peurs et vos certitudes, tout cela se reflète dans vos actions, dans votre voix, dans votre regard. C'est un miroir que vous tenez face au client, et ce qu'il voit en vous déterminera s'il a envie d'acheter ou s'il a envie de fuir. C'est pourquoi l'une des leçons les plus fondamentales d'Atkinson est l'importance de la confiance en soi dans l'acte de vente. La confiance en soi n'est pas de l'arrogance. L'arrogance est un bruit qui couvre la peur. La confiance en soi est un silence qui révèle la certitude. Elle est la boussole intérieure qui vous guide. Un vendeur qui doute de lui-même, de la valeur de son produit ou de sa capacité à aider son client, porte ce doute comme un fardeau visible. Sa voix hésite. Son langage corporel se rétracte. Ses arguments semblent creux. Ce doute est une énergie négative qui se propage. Et le client, même inconsciemment, le ressent. Il ne voit plus un conseiller, mais une personne qui manque de conviction. Il ne voit plus une solution, mais un risque. Et personne n'achète une solution qui n'est pas proposée avec certitude. Au contraire, le vendeur qui a une confiance tranquille en lui, en son produit et en son processus, dégage une énergie différente. Il est un phare. Il est là pour guider, pour conseiller, pour résoudre un problème. Il ne craint pas la question difficile, la critique ou le refus, car son identité ne dépend pas de la vente. Son identité est celle d'un problème solveur, d'un facilitateur. Il sait que son rôle est d'apporter de la valeur, et si cette valeur n'est pas reconnue par ce client-là, il passera simplement au suivant, sans que sa confiance en lui ne soit ébranlée. Cette sérénité est la force la plus puissante dans la vente, car elle crée un climat de sécurité et de respect où la confiance peut s'épanouir. Cette confiance en soi est intimement liée à un principe encore plus profond,
comment vos pensées influencent directement vos résultats commerciaux. Atkinson nous explique que l'esprit est un jardin. Vous pouvez y planter des fleurs ou des mauvaises herbes. Si vous vous répétez que la vente est difficile, que les clients sont tous réticents et que votre produit est trop cher, vous avez planté des mauvaises herbes. Et comme par magie, votre réalité reflètera ces pensées. Vous rencontrerez des clients difficiles, vous entendrez des objections sur le prix et la vente sera effectivement difficile. C'est la prophétie auto-réalisatrice. Notre cerveau est un instrument incroyablement puissant. Il cherche à valider nos croyances. Si vous croyez que c'est impossible, il vous donnera 1000 raisons pour lesquelles c'est impossible. Mais si vous changez vos pensées, vous changez votre réalité. Si vous vous répétez que chaque interaction est une opportunité d'aider quelqu'un, que votre produit est la meilleure solution pour le client, et que chaque non vous rapproche d'un oui, alors votre esprit commencera à chercher des preuves pour valider ces nouvelles croyances. Vous verrez des opportunités là où les autres voient des obstacles. Votre énergie attirera des clients plus ouverts. Vos mots seront plus percutants, car ils viendront d'une conviction profonde, pas d'un script. La vente n'est pas une bataille contre le client, c'est une bataille contre les doutes qui se trouvent en vous. Et la première vente que vous devez réussir chaque matin est celle que vous vous faites à vous-même. Pour Atkinson, cette maîtrise de soi n'est pas une théorie, c'est une pratique quotidienne. Il nous propose des exemples d'états d'esprit puissants à cultiver avant chaque interaction. C'est une préparation mentale qui doit devenir une routine, une habitude qui vous ancre et vous centre. Par exemple, au lieu de penser « je dois vendre ce produit », vous pouvez vous dire « je suis ici pour comprendre un problème et pour aider ». Ce simple changement de perspective vous enlève la pression du résultat et vous donne un but noble et humain. Vous passez d'un rôle de prédateur à celui de guide. Et les gens ont plus de confiance en un guide qu'en un prédateur. Un autre exemple est de vous dire « Mon produit est la meilleure solution disponible sur le marché et je crois profondément en sa valeur. » Quand cette conviction vient du cœur, vous n'avez pas à vendre votre produit. Vous le présentez, vous le montrez avec une fierté tranquille, une certitude qui est contagieuse. Vous ne vendez pas, vous partagez. Et le client sent cette passion, cette foi en votre produit, et c'est cette foi qui le convainc. Enfin, un état d'esprit essentiel est de se rappeler « Je suis un professionnel, un expert. Je suis là pour résoudre un problème. » En vous positionnant ainsi, vous vous donnez une posture d'autorité et de compétence. Le client vient vous voir avec un problème, et vous avez les compétences et les connaissances pour le résoudre. La vente devient alors un échange d'égal à égal, un dialogue entre un expert et une personne qui a besoin d'aide. Vous n'êtes plus dans la position d'un mendiant qui demande un achat, mais dans la position d'un médecin qui propose un remède. Atkinson aurait sans doute raconté l'histoire d'un jeune vendeur, talentueux mais plein de doutes, qui avait du mal à boucler ses ventes. Il se répétait sans cesse qu'il n'était pas fait pour ce métier. Son mentor, un vieil homme sage et respecté, lui a donné un simple conseil. Arrête de te battre contre le client. Commence par te battre contre toi-même. Chaque matin, avant de prendre ton téléphone, ferme les yeux et dis-toi que tu vas aider 5 personnes aujourd'hui. Visualise leur sourire, visualise la satisfaction de leur avoir apporté une solution. Fais-le avec foi. Le jeune homme a suivi ce conseil. Les premiers jours, c'était difficile, mais petit à petit, sa conviction a grandi. Il a cessé de se concentrer sur les ventes et a commencé à se concentrer sur l'aide qu'il pouvait apporter. Et, comme par magie, les ventes ont commencé à s'enchaîner. Son succès n'était pas le fruit d'une nouvelle technique de vente, mais d'une transformation intérieure. Une autre anecdote parlait d'un vendeur qui, face à une série d'échecs, était sur le point de démissionner. Il était convaincu que son produit était défectueux, que le marché était saturé et qu'il était un mauvais vendeur. Son responsable, au lieu de lui donner des arguments techniques, lui a posé une seule question. « Est-ce que tu crois, au fond de ton cœur, que ton produit a le pouvoir de résoudre le problème de tes clients ?» L'homme a réfléchi. Sa réponse était « oui ». Son responsable a alors dit « Alors ta mission n'est pas de vendre un produit, c'est de partager cette conviction. Va et sois un guide, le reste suivra. » Le vendeur a changé son état d'esprit. Il a cessé de vendre un produit et a commencé à partager sa conviction. Et en quelques semaines, ses résultats ont dépassé toutes ses attentes.
Ces histoires nous rappellent que le succès commence en nous. Le vrai travail du vendeur ne se fait pas face au client, mais face à soi-même. C'est un travail de l'esprit et du cœur, un travail de conviction et de foi. C'est en cultivant un état d'esprit qui est centré sur la valeur, la confiance et le service que l'on transforme non seulement ses résultats, mais aussi sa vie. Le plus grand produit que vous avez à vendre, c'est vous-même, votre intégrité, votre conviction et votre désir d'aider. Et la première personne que vous devez convaincre de sa valeur, c'est vous-même. C'est la fondation sur laquelle tout le reste se bâtit. Chapitre 2. Comprendre la psychologie du client. Après avoir fait le travail sur vous-même, après avoir cultivé l'état d'esprit du guide et du problème solver, il est temps de tourner votre regard vers la personne la plus importante de tout le processus de vente, votre client. C'est ici que le génie de William Atkinson brille avec une clarté éblouissante. Il nous enseigne que le commerce n'est pas une bataille entre le vendeur et l'acheteur, mais une danse subtile entre deux psychologies. Et pour mener cette danse avec grâce, il faut comprendre l'autre. Le plus grand secret de la vente n'est pas de maîtriser son propre discours, mais de déchiffrer le discours non dit de l'autre. Le client ne se comporte pas toujours de manière logique. Il agit souvent sous l'impulsion de désirs et de peurs qui sont profondément ancrés dans son subconscient. C'est en comprenant ces motivations secrètes que l'on peut cesser de vendre et commencer à aider. Atkinson nous livre une vérité fondamentale. Il existe des motivations universelles qui poussent les gens à agir. Pour les besoins de notre voyage, imaginons que ce sont les 5 motivations secrètes qui poussent un client à acheter. La première, c'est la sécurité. Les gens achètent pour se sentir en sécurité, pour se protéger de la peur de l'inconnu, de la peur de la perte, de la peur de l'échec. Un client qui achète une assurance, un système d'alarme ou même une voiture avec les meilleures options de sécurité ne le fait pas pour le produit lui-même. Il le fait pour la tranquillité d'esprit que ce produit lui apporte, pour le sentiment que sa famille est protégée et qu'il a pris les bonnes décisions pour son futur. La deuxième, c'est le confort. Nous sommes tous des êtres qui cherchons à éviter la souffrance et à maximiser le plaisir. Un client qui achète un aspirateur robot, un service de livraison de repas ou un siège de bureau ergonomique ne le fait pas pour l'objet. Il le fait pour le confort, pour le gain de temps, pour la simplicité, pour la possibilité de passer plus de temps à faire des choses qu'il aime. Il achète la facilité, pas la machine. La troisième motivation, c'est le statut. Les gens achètent pour se sentir importants, pour faire partie d'un groupe d'élite, pour être admirés, pour avoir un sentiment de valeur. L'achat d'un sac de marque, d'une montre de luxe ou d'une maison dans un quartier huppé n'est pas seulement un acte économique. C'est un acte social, une déclaration sur qui nous sommes ou qui nous souhaitons devenir. L'émotion en jeu n'est pas la simple possession, mais le respect et la reconnaissance qui l'accompagnent. La quatrième, c'est la connexion. L'être humain est un animal social. Il a besoin de se sentir connecté aux autres, d'appartenir à une tribu. Un client qui achète un billet pour un concert, qui rejoint un club de sport ou qui s'inscrit sur un réseau social ne le fait pas pour le produit. Il le fait pour la connexion qu'il va créer, pour le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand. Il achète l'amitié, la communauté, le lien humain. Enfin, la cinquième motivation, c'est le progrès. Nous avons tous un désir inné de grandir, de nous améliorer, d'être une meilleure version de nous-mêmes. Un client qui achète un livre de développement personnel, qui s'inscrit à un cours en ligne, ou qui investit dans une nouvelle formation, ne le fait pas pour le produit en lui-même. Il le fait pour la promesse d'un progrès, pour la transformation qu'il espère réaliser. Il achète l'espoir, la transformation, le futur. Mais comment déceler ces motivations? Atkinson nous donne la réponse dans le second point, en nous invitant à réfléchir à comment détecter les désirs profonds derrière une demande rationnelle. C'est ici que l'art de la vente dépasse la simple transaction pour devenir une véritable exploration. Le client va rarement venir vous voir en disant « Bonjour, je me sens insécurisé, pourriez-vous me vendre un sentiment de tranquillité ?» Non, il va dire « Bonjour, je cherche une assurance pour ma maison. » Il va vous donner une demande rationnelle, un besoin de surface. Mais le travail du vendeur, du vrai, est de regarder au-delà de la surface, de creuser un peu, d'écouter les émotions qui se cachent derrière les mots. Quand un client vous dit qu'il a besoin d'une voiture avec une bonne consommation d'essence,
Il est possible qu'ils veuillent simplement économiser de l'argent. C'est rationnel. Mais il est aussi possible qu'il ait une famille et qu'il se soucie de leur sécurité financière à long terme, ou qu'il veuille être perçu comme une personne responsable et économe, ou qu'il ait envie de passer plus de temps avec sa famille sans avoir à travailler plus pour payer l'essence. Il y a toujours un désir plus profond derrière la demande rationnelle. Le bon vendeur ne se contente pas de répondre à la demande de surface. Il détecte le désir profond et il y répond. Et comment fait-on pour détecter ces désirs? Atkinson nous donne sa règle d'or, une règle qui est si simple, mais si difficile à appliquer. Écoutez pour découvrir ce que le client ne dit pas. La plupart des vendeurs sont tellement pressés de parler qu'ils ne laissent pas au client le temps de s'exprimer. Ils ont leur argumentaire prêt, et ils le déroulent sans tenir compte de la personne en face d'eux. Ils sont plus intéressés à parler qu'à comprendre. C'est une erreur fatale. La vraie écoute n'est pas passive. C'est une écoute active, empathique. C'est se taire, se concentrer entièrement sur le client, sur son ton de voix, sur son langage corporel, sur les mots qu'il utilise, mais surtout sur les émotions qui transparaissent. C'est l'art de lire entre les lignes, d'entendre les peurs, les espoirs et les aspirations qui ne sont pas exprimées. C'est en écoutant vraiment que l'on trouve les clés pour ouvrir la porte de la vente. Atkinson aurait sans doute raconté l'histoire d'une jeune agente immobilière qui avait du mal à vendre des maisons. Elle connaissait par cœur tous les détails techniques de chaque maison, mais ses clients ne se laissaient pas convaincre. Un jour, une vieille dame est venue la voir et a dit qu'elle cherchait une petite maison avec un jardin facile à entretenir. L'agente a failli lui donner son pitch habituel, mais elle s'est retenue. Elle a écouté. La dame a parlé de son mari décédé, de la solitude, de son envie de continuer à avoir un petit coin de verdure pour ses fleurs, mais sans avoir à faire trop d'efforts physiques. L'agente a alors compris que la vieille dame ne cherchait pas une maison avec un jardin facile à entretenir. Elle cherchait un foyer qui lui redonnerait un but, un endroit où elle pourrait continuer de se connecter à la nature sans que cela soit un fardeau. L'agente a alors trouvé une petite maison avec un jardin plus petit, mais avec une magnifique terrasse ensoleillée où la dame pourrait continuer de cultiver ses fleurs dans des pots. Elle ne l'a pas vendue sur les mètres carrés, mais sur l'émotion. La dame a acheté et elles sont devenues amies. Une autre de ces anecdotes parlait d'un vendeur de voitures qui était un expert en mécanique. Il connaissait tous les détails techniques de chaque modèle et il passait son temps à parler de la puissance du moteur, de la consommation d'essence et de la technologie embarquée. Il vendait peu. Son responsable, un homme plus âgé et plus sage, lui a donné un simple conseil. Arrête de parler et commence à écouter. Quand un client te demande une voiture, demande-lui pourquoi il en a besoin. Pour son travail, pour sa famille, pour se faire plaisir. Écoute ce qu'il te dit et surtout, écoute ce qu'il ne dit pas. Le jeune vendeur a appliqué le conseil. Il a arrêté de vendre des voitures et a commencé à vendre des solutions. Et son succès a été fulgurant. Il a vendu une petite voiture économique à un étudiant qui avait besoin de se rendre à l'université sans se ruiner. Il a vendu une grande voiture familiale avec toutes les options de sécurité à un jeune père de famille qui voulait se sentir rassuré. Il ne vendait plus des voitures. Il vendait des solutions qui répondaient aux désirs profonds de ses clients. Ces histoires nous rappellent que le plus grand pouvoir d'un vendeur n'est pas sa bouche, mais ses oreilles. C'est en faisant preuve d'empathie, en écoutant avec attention, en cherchant à comprendre le monde intérieur de l'autre que l'on devient non pas un simple vendeur, mais un véritable conseiller. C'est en se concentrant sur le client, sur ses peurs, ses espoirs et ses désirs, que l'on transforme l'acte de vente en une relation humaine qui est belle, gratifiante et au final profitable. La plus belle des ventes n'est pas celle que l'on réalise, mais celle que l'on aide le client à réaliser. Chapitre 3. Créer le climat de confiance. Nous avons posé la première pierre de notre édifice en cultivant un état d'esprit de service. Nous avons ensuite appris à décoder la psychologie de notre client, en écoutant les désirs cachés derrière les mots. Mais pour que le client puisse nous livrer ses désirs profonds, il doit d'abord se sentir en sécurité. Il doit baisser sa garde, et pour cela, il a besoin de quelque chose qui est plus précieux que n'importe quel argumentaire de vente, la confiance. William Atkinson nous le dit sans détour, la vente n'est pas une guerre, c'est une relation. Et comme toute relation, elle ne peut s'épanouir que dans un climat de confiance mutuelle. C'est en créant ce climat que l'on transforme un acheteur potentiel en un partenaire, en un allié,
en un ami. La confiance est le pont qui relie la psychologie du vendeur à celle du client, et sans ce pont, aucune vente n'est possible. C'est pourquoi Atkinson insiste tant sur une vérité psychologique fondamentale. Les premières secondes sont décisives. On a tous fait l'expérience de cette impression fulgurante, ce jugement quasi instantané que l'on se fait d'une personne dans les 30 premières secondes d'une rencontre. Notre cerveau, pour des raisons de survie ancestrale, est programmé pour faire une évaluation rapide. Cette personne est-elle une menace ou une alliée? Est-elle digne de confiance ou est-elle sournoise? Un vendeur n'a pas une seconde chance pour faire une bonne première impression. Et cette impression ne se joue pas sur ce que l'on dit, mais sur ce que l'on est, sur l'énergie que l'on dégage. La première impression est le premier chapitre du livre que le client va se faire de vous. Si le début est mauvais, il y a de fortes chances qu'il ne lise pas le reste. Un client qui entre en contact avec un vendeur arrive souvent avec une certaine méfiance. Il a peur d'être manipulé, d'être forcé, d'être déçu. La mission du vendeur dans ces premières secondes est de désamorcer cette méfiance, de la transformer en curiosité, puis en ouverture. C'est un travail qui ne se fait pas avec des mots, mais avec une présence, une énergie, une posture. C'est l'art de dire, sans avoir à dire, « Je suis là pour vous aider, pas pour vous vendre ». C'est un message que le client reçoit de manière inconsciente, mais qui aura un impact immense sur le reste de la conversation. Et c'est ici qu'intervient l'outil le plus puissant du vendeur dans ses premières secondes. Le pouvoir du langage non-verbal dans la vente. La communication non-verbale est le langage silencieux de l'âme, un langage qui est bien plus honnête que les mots. Votre corps ne peut pas mentir. Il révèle vos peurs, vos doutes, vos intentions. Pour un vendeur, maîtriser ce langage est une nécessité absolue. Un sourire sincère, un regard direct et bienveillant, une poignée de main ferme et franche, une posture ouverte et confiante, tout cela envoie un message clair au client. Je suis ici, je suis honnête, je suis présent pour vous. Ce n'est pas en parlant de votre produit que vous allez créer la confiance, mais en étant vous-même une personne digne de confiance. Le langage non-verbal est un jeu de miroir. Un client qui se sent en sécurité va naturellement adopter un langage corporel plus ouvert. Il va se pencher en avant, il va vous regarder dans les yeux, il va se détendre. Un bon vendeur est un observateur. Il sait décoder ses signaux. Il sait quand le client est en train de s'ouvrir et il sait quand il est en train de se refermer. Le langage non-verbal est le thermomètre de la confiance. Il nous dit en temps réel où nous en sommes dans la relation. C'est en le maîtrisant que l'on peut ajuster son approche, son énergie, sa posture, pour toujours rester dans un climat d'ouverture et de respect. Une fois que ces premières secondes ont été bien gérées, il est temps de passer à l'étape suivante, qui est de créer une connexion authentique pour désarmer les résistances mentales. Le client a son bouclier, ses préjugés et ses résistances. Il se dit « Cet homme veut me vendre quelque chose. Il veut mon argent. » Ce bouclier ne se brise pas avec un marteau. Il se dissout avec la chaleur d'une connexion humaine. Une connexion authentique, c'est l'art de voir le client non pas comme un numéro, mais comme un être humain, avec ses peurs, ses espoirs, ses histoires. C'est l'art de s'intéresser à lui, non pas pour la vente, mais pour la personne. C'est poser des questions sur sa vie, sur ses hobbies, sur ce qui l'anime, non pas par manipulation, mais par curiosité sincère. Quand vous créez une connexion authentique, la relation change de nature. Le client ne vous voit plus comme un simple vendeur, mais comme une personne avec qui il a une affinité. Et quand il y a une affinité, il n'y a plus de place pour la résistance. Le dialogue s'ouvre, les barrières tombent, et la vente devient une simple conclusion logique à une relation bien construite. Une connexion authentique est l'arme la plus puissante du vendeur, car elle ne détruit pas les barrières, elle les rend inutiles. Atkinson aurait sans doute raconté l'histoire d'un jeune vendeur d'assurance qui avait du mal à obtenir des rendez-vous. Son patron lui a donné un simple conseil. Arrête de vouloir vendre des assurances au téléphone. Passe les 5 premières minutes à poser des questions qui n'ont rien à voir avec ton produit. Demande au client comment se passe sa journée, s'il a eu le temps de prendre un café, s'il fait beau chez lui. Fais-le avec un sourire dans la voix. L'important n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu fais ressentir. Le jeune homme a suivi le conseil, et ses résultats ont été fulgurants. En créant une connexion humaine avant même de parler de son produit, il a désarmé ses clients,
qui ont accepté de le rencontrer. Il avait compris que le téléphone n'était pas un outil pour vendre, mais un outil pour se connecter. Une autre de ces anecdotes parlait d'un vendeur de voitures qui était un maître dans l'art du langage non verbal. Au lieu de se ruer sur un client dès qu'il entrait, il le laissait se promener tranquillement, l'observait de loin avec un sourire amical. Quand le client s'approchait de lui, il le saluait avec un regard franc et une poignée de main ferme. Il posait des questions simples, ouvertes, qui lui permettèrent de comprendre qui était la personne en face de lui. Il ne parlait pas de la puissance du moteur, mais de l'émotion de conduire. Il ne parlait pas du prix, mais de l'investissement dans le confort et la sécurité. Son succès ne venait pas de son talent pour vendre des voitures, mais de son talent pour se connecter avec des êtres humains. Ces histoires nous rappellent que le plus grand pouvoir du vendeur réside dans son humanité. C'est en étant une personne vraie, sincère, qui a la capacité de se connecter avec les autres, que l'on transforme l'acte de vente en un art. C'est en faisant preuve d'empathie, en maîtrisant le langage silencieux de l'âme et en créant un climat de confiance que l'on désarme les résistances, que l'on ouvre les cœurs et que l'on construit des relations qui sont plus fortes que n'importe quelle transaction. Le succès dans la vente n'est pas le résultat de la force, mais de la douceur. Ce n'est pas un combat, mais une danse. Et la première étape de cette danse, c'est de tendre la main avec un sourire sincère. Chapitre 4. L'art de poser les bonnes questions. Nous avons cultivé un état d'esprit de service, nous avons décodé la psychologie du client et nous avons créé un climat de confiance. Maintenant, nous arrivons au cœur du processus, à l'outil le plus puissant que William Atkinson nous offre. L'art de poser les bonnes questions. Un vendeur ordinaire parle. Un grand vendeur écoute. Et un vendeur d'élite, lui, pose des questions. Les questions sont le phare qui guide le client vers la découverte de ses propres besoins, de ses propres problèmes et de la solution que vous proposez. La vente n'est pas une démonstration de votre produit, c'est une exploration de la situation du client. Et l'instrument de cette exploration, c'est la question. C'est en posant les bonnes questions que vous passez d'un simple vendeur à un conseiller de confiance, et c'est en écoutant les réponses que vous devenez indispensable. Atkinson nous enseigne qu'il existe différents types de questions, chacune ayant un but bien précis. Il y a les types de questions qui déclenchent la réflexion et la décision. Les questions fermées, celles qui appellent un simple oui ou non, sont utiles pour obtenir des faits précis et rapides. Avez-vous déjà utilisé ce type de produit? Travaillez-vous dans ce domaine depuis plus de 10 ans? Elles sont nécessaires, mais ne font pas avancer la conversation. Les vraies questions de maître, ce sont les questions ouvertes. Comment vous organisez-vous au quotidien dans votre travail? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez le plus souvent? Quel serait votre scénario idéal pour résoudre ce problème? Ces questions ont un pouvoir magique. Elles forcent le client à réfléchir, à s'ouvrir, à vous donner les clés de son monde intérieur. Lorsque vous posez une question ouverte, vous ne demandez pas une réponse. Vous demandez au client de vous aider à comprendre. Vous l'invitez à devenir votre allié, à participer à la conversation. Vous le faites passer du rôle d'acheteur passif à celui d'expert de sa propre situation. Quand un client vous dit ses problèmes, ses frustrations, ses espoirs, il les verbalise pour la première fois. Il les rend réels. Et quand il fait cela, il crée une tension psychologique qui le pousse à vouloir les résoudre. C'est à ce moment-là que votre produit devient la solution évidente, car c'est lui-même qui a créé la nécessité d'une solution. Ensuite, il est essentiel de maîtriser des exemples de formulations qui font vendre sans insister. L'art de la question n'est pas de poser une question, mais de la poser de manière à ce qu'elle ne soit pas perçue comme une pression. Au lieu de dire « Voulez-vous acheter ?», vous pouvez dire « Comment voyez-vous cette solution s'intégrer dans votre routine ?» Au lieu de dire « Quel est votre budget ?», vous pouvez dire « Quel est le coût d'un problème que vous rencontrez tous les jours ?» Au lieu de dire « Êtes-vous prêt à passer à l'action ?», vous pouvez dire « Si nous pouvions résoudre ce problème pour vous, à quoi ressemblerait votre quotidien ?» Ces questions ne sont pas des demandes d'achat. Elles sont des invitations à l'imagination. Elles poussent le client à se projeter dans un futur où son problème est résolu, un futur qui est rendu possible par votre produit. Ces questions n'ont rien d'agressif. Elles sont une extension naturelle de la conversation, une façon de guider le client vers une conclusion qui est la sienne, pas la vôtre.
Le client ne se sent pas poussé. Il se sent écouté, compris et respecté. Il ne se sent pas vendu. Il se sent aidé. Et c'est cette différence subtile qui change tout. Le summum de cet art de poser des questions est une méthode que William Atkinson a, d'une certaine manière, conceptualisée bien avant son temps, et que nous pouvons simplifier ici avec la méthode SPIN simplifiée. Situation, problème, implication, nécessité. C'est un modèle puissant qui nous aide à structurer notre dialogue avec le client pour qu'il soit le plus efficace possible. La première étape, c'est la situation. On pose des questions pour comprendre la situation actuelle du client. Combien de temps passez-vous sur cette tâche? Quel est le processus que vous utilisez actuellement? On cherche des faits, des chiffres, des informations objectives. On ne cherche pas à vendre, on cherche à comprendre le contexte. La deuxième étape, c'est le problème. Une fois que l'on a compris le contexte, on pose des questions pour identifier les problèmes, les irritants, les difficultés. Quelles sont les plus grandes difficultés que vous rencontrez dans ce processus? Y a-t-il quelque chose qui vous frustre dans votre méthode actuelle? On amène le client à verbaliser ses problèmes, à les rendre concrets. La troisième étape, c'est l'implication. C'est ici que l'on passe de l'objectif à l'émotionnel. On pose des questions pour faire réaliser au client l'impact de ses problèmes. Quel est le coût de ces difficultés pour votre entreprise? Comment cela affecte-t-il la productivité de votre équipe? Si cela continue ainsi, quelles en seront les conséquences à long terme? On ne dit pas au client que son problème est grave, on le laisse le découvrir par lui-même. C'est un moment de prise de conscience puissant. C'est le moment où le client réalise que son problème n'est pas un simple irritant, mais une douleur qui a un coût réel, émotionnel, financier ou les deux. La quatrième et dernière étape, c'est la nécessité ou la solution. C'est seulement maintenant, après avoir creusé pour identifier le problème et en avoir amplifié les implications, que l'on pose des questions qui mènent à la solution. Si une solution pouvait résoudre ce problème et vous faire gagner 10 heures par semaine, est-ce que cela serait important pour vous? Si nous pouvions vous aider à éviter ces frustrations, comment cela transformerait-il votre quotidien? On ne vend pas une solution. On laisse le client la demander. La vente devient alors la conclusion logique d'une conversation que le client a menée avec lui-même. Atkinson aurait sans doute raconté l'histoire d'un vendeur qui, grâce à cette méthode, a sauvé une entreprise. Le PDG de l'entreprise était sur le point d'acheter une solution de son concurrent. Notre vendeur a demandé à le rencontrer. Au lieu de critiquer le concurrent, il a posé des questions. Il a posé des questions sur la situation actuelle de l'entreprise, sur les problèmes qu'elle rencontrait, sur les conséquences de ces problèmes. Le PDG, qui s'attendait à un pitch, s'est retrouvé à parler de ses frustrations, de ses peurs, de la pression qu'il subissait. À la fin de la conversation, il avait une vision claire de ses problèmes et de leurs implications. Le vendeur n'avait pas parlé de son produit, mais le PDG, lui, avait verbalisé sa nécessité d'une solution. C'est à ce moment-là que le vendeur a pu proposer son produit, non pas comme une option, mais comme la seule solution logique à un problème que le PDG avait lui-même mis en lumière. Le PDG a changé d'avis et a acheté. La vente n'a pas été le résultat d'un bon pitch, mais d'une bonne conversation. Une autre de ces anecdotes parlait d'une jeune recrue qui avait du mal à vendre. Elle avait peur de poser des questions, car elle avait peur de déranger le client. Son mentor, un homme d'expérience, lui a dit « Ne crains pas de poser des questions. La seule chose que tu vas déranger, ce sont les problèmes de ton client. Les questions sont comme des outils. Tu les utilises pour creuser, pour découvrir ce qui ne va pas, pour trouver la douleur. Et quand tu trouves la douleur, tu peux la guérir. Le client ne sera pas fâché, il te sera reconnaissant. » La jeune recrue a pris le conseil à cœur. Elle a cessé de vendre et a commencé à poser des questions. Et elle est devenue l'une des meilleures de son entreprise. Son secret n'était pas son talent pour parler, mais son courage de se taire et d'écouter. Ces histoires nous rappellent que les questions sont le pont entre le vendeur et le client. Elles sont l'outil le plus puissant pour construire un climat de confiance, pour découvrir les besoins cachés et pour amener le client à la conclusion qu'il a besoin de votre produit. Les questions ne sont pas une arme, mais une clé. C'est en l'utilisant avec sagesse et empathie que l'on peut ouvrir toutes les portes.
Le plus grand vendeur n'est pas celui qui a le plus à dire, mais celui qui a le plus à demander. Chapitre 5. L'influence des mots et des émotions. Nous avons posé le fondement de notre état d'esprit, nous avons appris à écouter les besoins du client et à poser les questions qui révèlent la vérité. Mais la connaissance des besoins ne suffit pas. Une fois que vous avez la clé, il faut savoir l'utiliser pour ouvrir la porte. Et la porte qui mène au cœur et à l'esprit du client est ouverte par le pouvoir des mots. William Atkinson nous enseigne que les mots ne sont pas de simples briques de communication, mais des outils magiques qui peuvent sculpter la réalité, réveiller les émotions et transformer la perception. La vente n'est pas une guerre d'arguments, c'est une histoire que l'on raconte, une histoire où le client est le héros et où votre produit est le grand allié qui lui permet d'atteindre ses rêves. C'est en maîtrisant l'influence des mots et des émotions que l'on passe de l'acte de vendre à l'art de convaincre. Atkinson nous révèle que les mots ont un pouvoir bien plus grand que la simple logique. Ils ont la capacité de toucher le subconscient de l'acheteur. La plupart des décisions d'achat ne sont pas prises de manière rationnelle. Elles sont prises de manière émotionnelle, puis justifiées par la logique. Un bon vendeur ne s'adresse pas qu'au cerveau de l'acheteur, il s'adresse à son cœur, à ses peurs, à ses désirs inavoués. Et pour ce faire, il utilise des mots chargés d'émotions. Des mots qui évoquent un sentiment de sécurité, de bonheur, de liberté, de progrès. Le vendeur qui dit « ce logiciel vous permettra d'automatiser vos tâches » s'adresse à la logique. Le vendeur qui dit « imaginez-vous libéré du poids des tâches répétitives avec tout le temps et l'énergie pour vous concentrer sur ce qui vous passionne » s'adresse au subconscient. Il ne vend pas un logiciel, il vend un sentiment de liberté et d'accomplissement. Le choix des mots est une danse délicate. Il faut utiliser des mots qui sont des déclencheurs d'émotions. Des mots qui ne décrivent pas, mais qui font ressentir. Des mots comme sérénité, opportunité, liberté, croissance, de sécurité, succès. Il faut bannir de son vocabulaire les mots négatifs, les mots qui évoquent la peur, l'incertitude ou la complexité. On ne vend pas un problème en moins, on vend un bénéfice en plus. On ne vend pas une difficulté surmontée, on vend une victoire inévitable. Cette subtilité dans le choix des mots est une force qui ouvre la porte des émotions. Atkinson nous donne des clés pour utiliser le pouvoir des mots de manière proactive, en nous enseignant des techniques de suggestion mentale et de visualisation. La suggestion, c'est l'art de planter une idée dans l'esprit du client de manière subtile, sans le forcer, sans le lui dire directement. C'est l'art de créer un chemin de pensée qui mène naturellement à la conclusion que votre produit est la bonne solution. Par exemple, au lieu de dire « je pense que ce produit est fait pour vous », on peut dire « les clients qui ont votre profil trouvent que ce produit leur apporte une grande satisfaction ». On ne vend pas une opinion, on vend une suggestion, une idée, une possibilité. Le client est plus enclin à croire une idée qu'il a l'impression d'avoir trouvée lui-même plutôt qu'une idée qu'on lui a imposée. La visualisation est la sœur de la suggestion. C'est l'art de peindre un tableau mental dans l'esprit de l'acheteur, un tableau où il se voit en train de profiter des bénéfices de votre produit. On ne vend pas une assurance vie, on vend la vision d'une famille qui est à l'abri du besoin, d'un futur où les enfants pourront aller à l'université sans se soucier de l'argent. On ne vend pas une voiture de luxe, on vend la vision d'un matin ensoleillé, sur une route sinueuse, avec le vent dans les cheveux et un sentiment de puissance et de liberté. On ne vend pas un produit, on vend un futur, une image mentale, un rêve. Le rôle du vendeur est de devenir un guide qui aide le client à fermer les yeux pour un instant et à imaginer cette nouvelle réalité. Et une fois qu'il a imaginé cette réalité, il est bien plus motivé pour l'acheter. Pour atteindre ce niveau de maestria, il faut maîtriser l'art d'utiliser des métaphores et images mentales pour influencer. Le cerveau humain est conçu pour penser en histoire, en images, en analogie. La logique est un langage appris. L'émotion et l'image sont des langages universels. Une métaphore est un raccourci magique qui permet de faire passer une idée complexe de manière simple et percutante. Au lieu d'expliquer les détails techniques d'un système de sécurité complexe, on peut le décrire comme une forteresse impénétrable qui protège votre maison. Au lieu d'expliquer les avantages d'un investissement, on peut le décrire comme la graine que l'on plante aujourd'hui pour récolter une magnifique forêt demain.
Au lieu d'expliquer comment un logiciel de gestion de projet fonctionne, on peut le décrire comme une baguette magique qui fait disparaître le chaos et organise votre travail. Ces métaphores ne sont pas de simples illustrations. Elles sont des messages subliminaux qui s'adressent à la partie la plus intuitive de notre cerveau. Elles contournent les barrières de la logique et parlent directement au subconscient. Atkinson aurait sans doute raconté l'histoire d'un vendeur de panneaux solaires qui avait du mal à vendre. Ses arguments étaient parfaits sur le plan technique. Il parlait de la puissance des panneaux, du retour sur investissement, de l'économie d'énergie. Ses clients l'écoutaient, mais n'achetaient pas. Son mentor lui a donné un simple conseil. Arrête de vendre des panneaux solaires, vends la liberté. Le vendeur a changé son discours. Il a commencé à parler du soleil comme d'un compte bancaire illimité que le client pouvait retirer sans frais. Il parlait du sentiment de liberté et de sérénité que le client ressentirait en sachant qu'il ne dépendait plus du réseau électrique. Il a utilisé la métaphore du héros qui protège sa maison de l'incertitude énergétique. Ses clients ne se sont pas intéressés à la technologie, ils se sont intéressés au sentiment de liberté, et ses ventes ont explosé. Une autre anecdote parlait d'un consultant qui vendait des services complexes aux entreprises. Il passait ses premières minutes à faire un pitch logique, avec des chiffres et des graphiques. Ses clients étaient impressionnés, mais restaient distants. Un jour, il a commencé à faire différemment. Il a dit à ses clients, « Imaginez que votre entreprise est un grand navire qui navigue en pleine mer. Le problème, c'est que vous avez une fuite dans la coque et vous ne savez pas d'où elle vient. Mon rôle, c'est de vous donner les outils pour trouver la fuite et la réparer pour que votre navire puisse naviguer avec puissance et sérénité vers sa destination. » En utilisant cette simple métaphore, il a transformé un service abstrait en une histoire de survie et de victoire. Ses clients ont immédiatement compris l'enjeu et il est devenu l'un des consultants les plus recherchés de son secteur. Ces histoires nous rappellent que les mots sont le pont qui relie le produit à l'émotion du client. C'est en faisant preuve d'imagination, en utilisant le pouvoir de la suggestion, de la visualisation et des métaphores, que l'on transforme une simple conversation en une expérience qui marque les esprits. L'art de la vente n'est pas de dire ce que le client veut entendre, mais de lui donner les mots pour qu'il puisse se dire ce qu'il a envie de croire. C'est en maîtrisant ce langage que l'on devient non pas un simple vendeur, mais un véritable maître des émotions, et c'est en maîtrisant ces émotions que l'on remporte la victoire. Chapitre 6. Gérer les objections avec psychologie. Nous avons appris à poser les questions qui révèlent les besoins, à utiliser les mots qui touchent les émotions et à créer des images qui inspirent le client. C'est ici, après cette magnifique présentation, que l'on fait face à la prochaine étape, une étape qui effraie beaucoup de vendeurs mais qui, pour William Atkinson, est le signal le plus encourageant de tous. L'objection. L'objection n'est pas un refus, c'est une question, un signe d'intérêt, une invitation à un dialogue plus profond. Le client ne s'oppose pas à vous, il s'oppose à une partie de l'idée que vous lui avez présentée. Il vous dit qu'il est en train de réfléchir. Il est en train de se battre avec le changement, avec la peur de l'inconnu, avec le risque que représente l'achat. Gérer les objections avec psychologie, c'est comprendre que cette résistance est la preuve que vous êtes sur la bonne voie, et que si vous y répondez avec calme, respect et empathie, elle se transformera en une opportunité de confiance et de vente. La première grande leçon que nous offre Atkinson, c'est de voir les objections comme des signaux d'intérêt. Un client qui n'est pas intéressé ne pose pas de questions, il reste silencieux, il hoche la tête, il regarde sa montre et il vous dit « Je vais y réfléchir avant de partir ». Une objection, c'est le contraire. C'est une personne qui prend le temps de réfléchir à votre offre, qui s'y intéresse suffisamment pour y trouver des failles, des points de friction. C'est une personne qui veut être rassurée, qui a besoin d'entendre que vous comprenez ses peurs et ses doutes. C'est un test qu'il vous fait passer, un test de votre conviction et de votre intégrité. Si un client vous dit que le prix est trop élevé, il ne vous dit pas qu'il n'a pas les moyens. Il vous dit qu'il n'a pas encore compris la valeur de votre produit. C'est une objection de valeur, pas une objection de prix. S'il vous dit qu'il n'a pas le temps, il ne vous dit pas qu'il n'a pas de temps. Il vous dit qu'il ne voit pas comment votre produit va lui faire gagner plus de temps qu'il n'en coûte. Une objection est toujours une question déguisée. Et un grand vendeur est un traducteur d'objections. Il traduit la plainte en question,
et il y répond avec sagesse. La peur de l'objection est la peur de l'intérêt, et si vous avez peur de l'intérêt, vous n'aurez jamais de succès dans la vente. Atkinson nous donne des techniques calmes et puissantes pour répondre aux résistances. La première et la plus importante est la règle de l'empathie. Ne jamais argumenter avec un client. L'argumentation est une guerre. La vente est une danse. Quand un client émet une objection, il est essentiel de la reconnaître, de la respecter et de la valider. On commence par une phrase qui montre que l'on a écouté. « Je comprends parfaitement votre point de vue » ou « C'est une préoccupation très pertinente et je vous remercie de l'avoir soulevée ». En faisant cela, vous désarmez le client. Il s'attend à un combat et vous lui offrez une alliance. Une fois que vous avez validé son objection, vous pouvez la reformuler sous forme de question pour vous assurer que vous avez bien compris. Par exemple, « Si je comprends bien, votre principale préoccupation est de savoir si cet investissement sera rentable à long terme. » En faisant cela, vous montrez que vous avez écouté, que vous le respectez et que vous vous mettez de son côté. Une fois que vous avez clarifié l'objection, vous pouvez y répondre non pas en argumentant, mais en posant d'autres questions qui le guideront vers la solution. Si le client vous dit que le prix est trop élevé, vous pouvez lui demander « Quelle est la valeur pour vous d'avoir une équipe plus productive ?» ou « Si nous pouvions résoudre votre problème, quel serait l'impact sur votre chiffre d'affaires ?» Vous ne parlez plus du prix, mais de la valeur. Vous ne parlez plus d'un coût, mais d'un investissement. Vous transformez l'objection en une conversation sur les bénéfices. La deuxième grande leçon d'Atkinson est que l'on peut transformer un non en opportunité de dialogue. Un non n'est pas un point final, c'est une virgule. C'est une invitation à creuser plus profondément. Quand un client vous dit non, la plupart des vendeurs s'en vont. Mais un vendeur d'élite, lui, demande « Je comprends. Est-ce que vous pourriez me dire ce qui a fait que ce n'est pas le bon moment pour vous? Est-ce que c'est le produit en lui-même qui ne répond pas à vos besoins? Ou est-ce autre chose ?» Cette question est magique. Elle montre que vous ne vous souciez pas de la vente, mais du client. Elle montre que vous voulez comprendre, et souvent, en demandant cette question, vous ouvrez une porte qui était fermée. Le client, surpris par votre calme et votre respect, va souvent vous donner la vraie raison de son non, la peur cachée, le doute inavoué. C'est à ce moment-là que vous pouvez le rassurer, que vous pouvez lui donner l'information qui lui manquait, que vous pouvez transformer un refus en une opportunité. Un non est une bénédiction. C'est la fin du dialogue de surface et le début d'une conversation plus authentique. C'est la fin du mensonge poli et le début de la vérité. Et c'est dans la vérité que l'on construit les plus belles relations et les plus grandes ventes. Le non n'est pas une défaite, c'est un point de départ. Atkinson aurait sans doute raconté l'histoire d'un jeune vendeur d'ordinateurs qui avait peur des objections. À chaque fois qu'un client lui disait que l'ordinateur était trop cher, il bégayait et perdait pied. Son responsable, un homme sage, lui a donné un simple conseil. « La prochaine fois qu'un client te dit que le prix est trop élevé, dis-lui avec un sourire, « Je vous remercie de m'avoir fait part de cette préoccupation. C'est une question très importante. Laissez-moi vous poser une question en retour. Quel est le coût pour vous d'avoir un ordinateur qui est lent, qui vous fait perdre du temps, qui vous frustre et qui vous fait paraître inefficace devant vos clients ?» Le jeune vendeur a appliqué le conseil. Il a cessé de se battre contre les objections et a commencé à les utiliser comme un tremplin. Il a cessé de vendre un prix et a commencé à vendre la valeur. Et en quelques semaines, son succès a été fulgurant. Une autre anecdote parlait d'une commerciale qui vendait des services de marketing. Un jour, un client potentiel lui a dit « Je suis désolé, nous ne sommes pas intéressés ». Elle aurait pu raccrocher. Mais au lieu de cela, elle a dit avec calme « Je comprends. Est-ce que je pourrais vous poser une seule question? C'est pour moi. Je cherche à m'améliorer. Pourriez-vous me dire ce qui, dans notre offre, ne vous a pas convaincu ?» Le client, pris au dépourvu, a ri. Il a dit « En fait, ce n'est pas votre offre qui ne me convient pas. C'est que nous avons déjà un contrat avec un autre prestataire. » La commerciale a alors dit « Je vous remercie. Je n'ai plus rien à vous vendre. Mais si jamais votre contrat expire, ou si jamais vous n'êtes pas satisfait, pourriez-vous me rappeler ?» Le client a accepté, et 6 mois plus tard, il l'a rappelé. La commerciale a obtenu un des plus gros contrats de sa carrière, non pas en forçant la vente,
mais en respectant le client et en transformant un non en une opportunité de future relation. Ces histoires nous rappellent que les objections ne sont pas des ennemis, mais des alliés. Elles nous donnent les informations dont nous avons besoin pour réussir. Elles nous donnent l'opportunité de montrer que nous sommes un conseiller de confiance. C'est en faisant preuve de calme, d'empathie et de respect que l'on transforme les objections en une porte ouverte vers un dialogue plus profond et plus authentique. Le plus grand vendeur n'est pas celui qui n'a pas d'objections, mais celui qui sait comment les accueillir avec un sourire et les transformer en une victoire. C'est en voyant chaque objection comme une opportunité que l'on maîtrise l'art de la vente et que l'on construit une réussite qui est faite de confiance et de respect. Chapitre 7. Le moment de conclure. Nous avons posé la fondation de notre état d'esprit, nous avons écouté le client, créé la confiance, posé les questions qui révèlent les besoins et utilisé les mots qui touchent les émotions. Nous sommes arrivés au moment décisif, le point culminant de tout ce travail, l'étape où la transaction se concrétise, le closing. Pour le vendeur non averti, le closing est un moment de peur, de doute, d'hésitation. Il se sent comme un funambule qui doit traverser un fil, avec la peur de tomber. Pour William Atkinson, le closing est le contraire. C'est le moment de la vérité, le moment où l'on récolte les fruits de son travail. C'est la conclusion naturelle et logique d'une conversation bien menée, un dénouement où le client qui a déjà été convaincu par la valeur de votre produit est simplement guidé vers la prochaine étape. Le closing n'est pas un combat, c'est une validation. C'est l'art de demander la vente avec une assurance qui rassure et non une pression qui effraie. La première grande leçon d'Atkinson est de savoir quand et comment demander la vente avec assurance. Le moment de conclure n'est pas quelque chose que l'on attend. C'est quelque chose que l'on observe. Le client vous envoie des signaux. Un client qui pose des questions sur les conditions de paiement, sur les garanties, sur le service après-vente, est un client qui est déjà en train de se projeter avec votre produit. C'est une invitation à conclure, un feu vert que l'on ne doit pas ignorer. Le vendeur ordinaire attendra que le client dise « Je veux acheter ». Le vendeur d'élite, lui, anticipe ce désir et pose la question au bon moment, avec une assurance qui est le reflet de sa confiance en son produit. La manière dont on pose la question est tout aussi importante que le moment. Il faut poser la question comme si la réponse était déjà un oui. On ne demande pas une permission, on propose une solution. On ne dit pas « Voulez-vous acheter ?», mais plutôt « À partir de quand souhaitez-vous que nous commencions l'installation ?» ou « Souhaitez-vous que je vous prépare le bon de commande ?» Ces questions ne sont pas des questions de vente, elles sont des questions de logistique. Elles déplacent l'attention du client de la décision d'achat à la mise en œuvre de la solution. Elles sont une invitation à un futur qui est déjà décidé. La peur de conclure est une peur de soi. C'est une peur que le client dise non, une peur de l'échec. Un vendeur qui a peur de conclure n'a pas confiance en lui, en son produit et en la valeur qu'il apporte. C'est cette peur qui le paralyse et qui le fait échouer. Le courage de conclure est un acte de service. C'est l'acte de montrer au client que vous êtes sûr que c'est la bonne décision pour lui. C'est l'acte de le guider vers une solution qui va lui apporter de la valeur. Atkinson nous met en garde contre les erreurs fatales à éviter juste avant la signature. La première, et la plus courante, est de continuer à parler. Après avoir posé la question de la vente, la seule chose que l'on doit faire, c'est se taire. Le silence est d'or. La parole, dans ce cas, est un ennemi. Le client a besoin de temps pour réfléchir, pour prendre sa décision, pour surmonter ses derniers doutes. Si vous continuez de parler, vous risquez de semer de nouveaux doutes, de donner une nouvelle raison au client de dire non. Le silence montre votre confiance. Il met la pression sur le client, pas pour qu'il achète, mais pour qu'il prenne sa décision. Il montre que vous avez déjà fait le travail de persuasion et que la balle est maintenant dans son camp. La deuxième erreur est d'introduire de nouvelles informations, de nouveaux arguments, de nouveaux détails. La conversation est finie. Le client est déjà convaincu. Il est à la limite de l'achat. Introduire une nouvelle information, c'est comme jeter un caillou dans un étang calme. Cela crée des vagues, de l'incertitude, du doute. Il faut rester sur l'essentiel, sur les bénéfices qui ont déjà été acceptés. La troisième erreur est de montrer un manque de confiance, de bégayer,
de s'excuser pour le prix ou pour le service. Le client achète votre assurance. Il achète votre conviction. Si vous montrez que vous-même, vous n'êtes pas sûr, le client ne le sera pas non plus. Le closing n'est pas un moment de négociation, mais un moment de célébration. C'est la reconnaissance que le client a trouvé la bonne solution et que vous êtes la personne qui va l'y aider. Enfin, pour nous aider dans cette démarche, Atkinson nous offre les 3 techniques de closing psychologique les plus efficaces. Ces techniques ne sont pas de la manipulation. Elles sont une manière de rendre la décision plus facile pour le client. La première, c'est le closing par présomption. C'est une technique qui consiste à poser une question ou à faire une affirmation qui présuppose que la vente est déjà conclue. On ne demande pas « Voulez-vous acheter ?» On demande « Préférez-vous que la livraison soit faite ce jeudi ou la semaine prochaine ?» On ne demande pas « Quel est le budget ?» On demande « Quel est le montant de l'acompte que vous souhaitez verser ?» En posant ce genre de questions, on déplace l'attention du client du « si » il va acheter au « comment il va acheter ». On ne lui donne plus la chance de dire non car le non n'est pas une option. On lui donne le choix entre 2 options qui mènent toutes les 2 à une vente. La deuxième, c'est le closing par récapitulation. C'est une technique qui consiste à récapituler tous les bénéfices, toutes les victoires que le client a reconnues tout au long de la conversation avant de demander la vente. On peut dire « Nous avons établi que ce produit va vous faire gagner 10 heures de travail par semaine, qu'il va vous apporter de la sérénité et qu'il va vous permettre de vous concentrer sur ce qui est le plus important. Tout cela vous convient-il toujours ? Si la réponse est oui, je vous propose que nous passions à la commande. » Cette technique est puissante car elle rappelle au client tous les arguments positifs qu'il a lui-même validés. Elle crée une dynamique de conviction qui rend la vente irrésistible. La troisième, c'est le closing par choix alternatif. C'est une technique qui consiste à donner au client le choix entre 2 options qui mènent toutes les 2 à un « oui ». On ne demande pas « souhaitez-vous acheter ?» On demande « souhaitez-vous la version rouge ou la version bleue ?» On ne demande pas « voulez-vous le contrat de 12 mois ou le contrat de 24 mois ?» On ne demande pas « souhaitez-vous payer par carte ou par chèque ?» Ces questions sont puissantes car elles éliminent l'option du « non ». Le client n'a plus à se demander s'il doit acheter, mais quel choix il doit faire. Cela rend la décision plus simple, plus facile. Atkinson aurait sans doute raconté l'histoire d'un jeune vendeur qui, après une présentation parfaite, était sur le point de se faire la main sur une première vente. Il a fait l'erreur de continuer de parler, de donner des détails inutiles, de se perdre dans ses arguments. Le client a fini par être confus et est parti sans acheter. Son mentor lui a dit « Tu as fait tout le travail, mais tu n'as pas posé la question. Tu as construit un magnifique pont, mais tu as oublié de le faire traverser. » Le closing est la dernière étape. Il faut poser la question. Et quand tu la poses, tu te tais. Le jeune vendeur a pris le conseil à cœur et la prochaine fois, il a posé la question avec assurance et a laissé le silence faire son œuvre. Le client a acheté. Il avait compris que le silence était l'ami du closing. Une autre de ses anecdotes parlait d'un vendeur qui, face à un client qui hésitait, a utilisé la technique du choix alternatif. Le client voulait le service, mais avait peur de s'engager. Le vendeur a dit « Je comprends votre hésitation, mais si vous avez 2 choix, le choix de continuer à avoir ce problème qui vous frustre ou le choix de le résoudre avec notre service, lequel choisissez-vous » Le client a souri et il a dit « Je choisis de le résoudre ». Le vendeur a conclu la vente, non pas en forçant, mais en donnant au client le choix entre 2 options qui menaient toutes les 2 à une solution. Ces histoires nous rappellent que le closing n'est pas un moment de peur mais un moment de service. C'est l'acte de guider un client qui est déjà convaincu vers l'action. C'est la conclusion logique d'un processus qui a été fait avec respect, empathie et professionnalisme. En maîtrisant le quand et le comment du closing, en évitant les erreurs fatales et en utilisant les techniques de closing psychologique, on transforme un moment de tension en un moment de célébration. Le closing est la reconnaissance de la confiance que le client nous a accordée. Et la plus belle des victoires, c'est celle qui est gagnée avec respect et assurance. Chapitre 8. Devenir un vendeur inspirant. Nous avons posé toutes les fondations. Nous avons travaillé notre état d'esprit, écouter le client, créer la confiance, poser les questions qui révèlent les besoins, utiliser les mots qui touchent les émotions et gérer les objections avec sérénité.
Nous sommes arrivés au sommet de notre exploration, à l'étape ultime qui fait la différence entre un bon vendeur et un grand maître. William Atkinson nous révèle que le secret final, le plus puissant de tous, ne se trouve dans aucune technique, dans aucun script, dans aucune astuce. Il se trouve en vous. L'acte de vendre n'est pas seulement ce que vous faites, mais qui vous êtes. La vente n'est pas une performance, c'est une expression. Et c'est en cultivant les qualités d'un être humain inspirant que l'on devient un vendeur inspirant. La première grande révélation d'Atkinson est que ce que les clients achètent vraiment, c'est votre énergie. Les mots peuvent convaincre, mais l'énergie, elle, est contagieuse. Un vendeur qui est passionné, enthousiaste et qui croit profondément en son produit dégage une énergie qui est perceptible par le client, même de manière subconsciente. Cette énergie est un aimant. Elle attire la confiance, l'intérêt et la conviction. Le client ne se demande plus si le produit est bon. Il est convaincu que le vendeur lui-même est bon et que, par extension, son produit l'est aussi. Un vendeur qui est fatigué, désintéressé, qui ne croit pas en ce qu'il vend, dégage une énergie qui est repoussante. Il n'a pas à dire qu'il n'est pas intéressé. Son corps, sa voix, son regard le disent pour lui. Cette énergie n'a rien à voir avec le fait d'être bruyant ou extraverti. C'est une force intérieure, une conviction qui irradie. C'est la présence d'un être humain qui est à sa place, qui aime ce qu'il fait et qui est fier de l'impact qu'il a sur les autres. Cette énergie est la somme de toutes les qualités que nous avons explorées jusqu'à présent. La confiance en soi, la passion, le sens du service. C'est une énergie qui ne se feint pas. Elle est authentique. Et dans un monde où tout est fait pour nous vendre quelque chose, l'authenticité est un bien rare et précieux que le client achètera au prix fort, car elle est le signe d'une connexion humaine réelle. Pour cultiver cette énergie, il faut travailler sur soi, et c'est ici qu'intervient le deuxième grand principe d'Atkinson, développer une image mentale de soi en tant que vendeur d'élite. Notre réalité est le reflet de notre image de soi. Si vous vous voyez comme un vendeur médiocre, vous ferez des choses médiocres. Si vous vous voyez comme une personne qui a du mal à faire des ventes, vous vivrez cette réalité. Notre subconscient travaille 24 heures sur 24 pour aligner notre réalité extérieure avec notre image intérieure. C'est une force puissante qui peut être notre meilleur allié ou notre pire ennemi. Pour devenir un vendeur inspirant, il faut d'abord se voir comme un vendeur inspirant. Il faut se voir comme un conseiller de confiance, un ami, un expert, un guide. Il faut se répéter chaque jour que l'on est une personne qui apporte de la valeur, qui aide les gens, qui rend le monde un peu meilleur. La visualisation est un outil puissant pour cela. Chaque matin, avant de commencer votre journée, prenez un moment pour fermer les yeux et vous imaginez en train d'avoir une conversation positive avec un client. Visualisez le client qui est heureux, qui sourit, qui vous remercie pour l'aide que vous lui avez apportée. Visualisez-vous en train d'écouter avec attention, de poser les bonnes questions, de conclure la vente avec aisance. En faisant cela, vous donnez des instructions à votre subconscient, vous lui donnez un but, une direction. Et votre esprit, naturellement, va commencer à chercher des moyens pour que cette visualisation devienne une réalité. L'image de soi est la racine de l'arbre. Le succès commercial n'est que le fruit. Si la racine est faible, le fruit le sera aussi. Si la racine est forte, l'arbre s'épanouira. C'est un travail intérieur qui se reflète dans le monde extérieur. Enfin, pour que cette image de soi ne soit pas un simple rêve, mais une réalité ancrée, il faut la nourrir de vertus essentielles. Atkinson nous enseigne à cultiver la passion, l'éthique et le service dans chaque vente. Ces trois qualités sont l'âme du vendeur inspirant. La passion est le carburant de l'énergie. Si vous aimez profondément votre produit, si vous croyez en son pouvoir de résoudre un problème, votre enthousiasme sera naturel et authentique. Le client achètera votre passion avant même d'acheter votre produit. La passion n'est pas un trait de caractère, c'est un choix. C'est le choix de vendre quelque chose qui nous tient à cœur. Et quand on fait ce choix, la vente devient une simple conversation et non un effort. L'éthique est la fondation de la confiance. Un vendeur qui est inspirant est un vendeur qui est digne de confiance. Il ne ment jamais, il ne promet jamais ce qu'il ne peut pas tenir, il ne force jamais une vente. Il est le conseiller de son client, même si cela veut dire qu'il doit lui dire que son produit n'est pas la bonne solution pour lui. L'éthique est le meilleur argument de vente à long terme.
Un client qui vous fait confiance vous reviendra et il enverra ses amis. Un client qui a été trompé ne vous reviendra jamais et il enverra ses amis ailleurs. La réputation est le plus grand capital d'un vendeur inspirant. Le service est la raison d'être du vendeur. Un vendeur inspirant ne vend pas. Il sert. Il est là pour aider. Il est là pour résoudre un problème. Il est là pour apporter de la valeur. Le closing n'est pas une victoire personnelle. C'est la reconnaissance que l'on a rendu un service, que l'on a aidé une personne à prendre la bonne décision. Le vendeur inspirant ne se concentre pas sur le prix du produit, mais sur la valeur qu'il apporte au client. Et c'est en se concentrant sur le service que l'on devient indispensable. Atkinson aurait sans doute raconté l'histoire d'un vendeur qui, après des années de succès, avait commencé à se sentir vide. Il vendait beaucoup, mais il ne ressentait plus la joie. Il s'est rendu compte qu'il avait perdu sa passion. Il avait cessé de croire en son produit. Il est alors allé voir son manager et il lui a demandé « Est-ce que je peux aller sur le terrain, rencontrer les clients et leur demander ce que mon produit a changé dans leur vie ?» Le manager, surpris, a accepté. Le vendeur est revenu quelques semaines plus tard, le visage rayonnant. Il avait retrouvé sa passion. Il avait vu la valeur de son travail dans les yeux de ses clients, dans les histoires qu'il lui avait racontées. Il avait cessé d'être un vendeur pour redevenir un serviteur. Et il est redevenu le meilleur de son entreprise. Son succès ne venait pas de sa capacité à vendre, mais de sa capacité à se connecter avec la valeur humaine de son travail. Une autre anecdote parlait d'une commerciale qui avait une éthique de fer. Un jour, un client potentiel qui était sur le point d'acheter un service cher lui a demandé « Est-ce que je ne pourrais pas m'en sortir avec un service moins cher ?» La commerciale, qui aurait pu facilement forcer la vente, a réfléchi un instant. Elle a dit « Pour être honnête avec vous, vous n'avez pas besoin de notre service le plus cher. Je vous conseille de prendre le plus simple, car il répond déjà à tous vos besoins. Et si jamais vous en avez besoin, nous serons toujours là pour vous aider à passer au niveau supérieur. » Le client, choqué par son honnêteté, a souri. Il a acheté le service le plus simple et il est devenu le plus grand défenseur de l'entreprise. Il a dit à tout le monde qu'il avait rencontré une commerciale qui ne cherchait pas à vendre, mais à aider. Son succès n'était pas le résultat d'une vente forcée, mais d'une relation de confiance bâtie sur l'éthique. Ces histoires nous rappellent que le plus grand produit que l'on puisse vendre, c'est soi-même. Notre authenticité, notre passion, notre éthique et notre désir de servir sont les forces qui créent le succès durable. La vente est un miroir qui reflète la personne que nous sommes. C'est en devenant une personne plus inspirante, plus passionnée et plus au service des autres que l'on devient non pas un simple vendeur, mais un maître de la psychologie humaine. C'est en faisant ce travail sur soi que l'on transforme non seulement son métier, mais sa vie, en une véritable œuvre d'art qui inspire le monde. Nous arrivons au terme de notre exploration de la psychologie de la vente de William Atkinson. Ce fut un voyage au-delà des techniques, au cœur de ce qui rend l'être humain unique, ses émotions, ses peurs, ses désirs. Ensemble, nous avons découvert que le succès dans la vente n'est pas le fruit du hasard ou de la manipulation, mais le résultat d'un travail sur soi et d'une connexion profonde avec l'autre. Nous avons appris que tout commence par un état d'esprit de service, une conviction intérieure qui nous donne la force d'écouter, de comprendre et d'aider. Nous avons compris l'importance de déchiffrer la psychologie du client, de voir au-delà des mots, pour trouver les désirs profonds qui le motivent. Nous avons maîtrisé l'art de créer un climat de confiance en utilisant le pouvoir du langage non verbal et l'authenticité de notre présence. Nous avons vu le pouvoir des questions, ces phares qui guident le client vers sa propre conclusion. Nous avons utilisé les mots pour toucher les émotions et les métaphores pour peindre des futurs désirables. Et nous avons appris à voir les objections non comme des refus, mais comme des signaux d'intérêt, des opportunités de rassurer. Ce voyage nous a enseigné que le closing n'est pas un moment de peur, mais l'aboutissement naturel d'un processus bien mené. C'est l'acte final qui scelle une relation de confiance. Mais surtout, nous avons compris que le plus grand vendeur n'est pas celui qui a le meilleur produit, mais celui qui est la meilleure personne, celle qui inspire la confiance, la passion et le désir d'aider. Ces principes ne sont pas de simples idées, ce sont des actions, des choix, des habitudes que vous pouvez cultiver dès aujourd'hui. L'appel à l'action d'Atkinson est simple.
Le plus grand changement que vous ferez dans votre vie de vendeur ne viendra pas de l'extérieur mais de l'intérieur. Transformez votre psychologie, cultivez votre passion, renforcez votre éthique, nourrissez votre désir de servir. Si ce voyage au cœur de la sagesse du commerce vous a inspiré, n'hésitez pas à vous abonner à votre chaîne, Les Rares Livres, pour continuer ensemble à déterrer ces trésors de connaissances. Nous terminons ce voyage sur la vérité qui a servi de fil rouge à toute notre réflexion. Une phrase qui résume à elle seule la philosophie d'Atkinson. On n'achète pas ce que vous vendez, on achète ce que vous êtes.